Orgueil et préjugés, volume 2, chapitre 7. Sir William ne resta qu'une semaine à Hunsford, mais sa visite fut assez longue pour le convaincre que sa fille était très confortablement installée et pourvue d'un mari et d'une voisine comme on en rencontrait peu. Tant que Sir William demeura en leur compagnie, M. Collins consacra ses matinées à le promener dans son cabriolet et à lui montrer les environs. Après quoi, quand il repartit, la famille entière reprit le cours de ses activités habituelles. Élisabeth se réjouit de constater que le changement ne rendait pas plus fréquente la présence parmi elles de son cousin. En effet, il passait le plus clair de son temps entre le petit déjeuner et le dîner à travailler au jardin, ou à lire et à écrire, ou encore à regarder la route par la fenêtre de sa petite bibliothèque. La pièce où se tenaient ordinairement les dames était à l'arrière de la maison. Élisabeth d'abord s'était demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas la salle à manger pour son usage quotidien. Elle était plus vaste et d'aspect plus agréable. Mais elle découvrit bientôt que son amie avait pour ce faire une excellente raison, car M. Collins aurait sans doute beaucoup moins fréquenté son cabinet de travail s'il les avait trouvés dans une pièce aussi gaie que la sienne. Elle conclut donc à un arrangement judicieux de la part de Charlotte. Du salon, aucune vue ne s'offrait sur le chemin. C'était donc à M. Collins qu'elle devait de savoir quelle voiture l'empruntait, et en particulier combien de fois Mademoiselle de Burgh passait par là dans son phaéton, ce dont il ne manquait jamais de venir les informer, bien que cela se répétât presque tous les jours. Assez souvent, elle s'arrêtait devant le presbytère pour échanger quelques mots avec Charlotte, mais il était exceptionnel qu'elle acceptât de descendre de voiture. Il s'écoulait rarement quelques jours sans que M. Collins, à pied, se rendît à Rosings, et peu de jours aussi sans que sa femme estimât nécessaire de l'y accompagner. Tant qu'Élisabeth ne s'avisa pas que d'autres bénéfices peut-être étaient à la disposition de la famille de Burgh, elle ne comprit pas le sacrifice d'une si grande partie de leur temps. Occasionnellement, sa seigneurie honorait le presbytère d'une visite. Rien alors de ce qui se passait dans la pièce n'échappait à son observation. Elle était curieuse de leurs occupations, examinait leur ouvrage, leur conseillait de leur faire autrement. Parfois, elle trouvait à redire à la disposition des meubles, ou surprenait la domestique en faute. Si elle consentait à se restaurer, elle paraissait le faire dans le seul but de déceler que les rôtis de Madame Collins étaient trop gros pour la dépense de sa maison. Élisabeth découvrit bientôt que, en dépit du fait que cette grande dame ne figurait pas parmi les magistrats du comté, elle agissait dans sa paroisse comme un juge de paix très actif. M. Collins l'informait de tout jusqu'au plus petit événement. Si par hasard un journalier se montrait d'humeur querelleuse ou mécontent, ou trop pauvre, elle faisait irruption dans le village pour régler les conflits, faire taire les doléances et rétablir par ses semonces harmonie et prospérité. La distraction que représentait un dîner à Rosings se répétait environ 2 fois la semaine. Compte tenu de la perte de Sir William et de l'existence le soir d'une seule table de jeu, chacun de ses plaisirs était à l'exacte ressemblance du premier qu'elle avait connu. Il était rare que les Collins fussent ailleurs pris par une réception, comme le train de vie des gens du voisinage était de manière générale au-dessus de leurs moyens. Élisabeth n'en souffrait aucunement et occupait le plus souvent son temps de façon assez agréable.
avec Charlotte de bonnes demi-heures de conversation, et pour la saison, le temps se montrait si clément qu'il lui arrivait fréquemment de tirer beaucoup de satisfaction de ses sorties. Sa promenade favorite, qu'elle faisait plus d'une fois lorsque les autres rendaient visite à Lady Catherine, était le long d'un bosquet non clos en bordure du parc. On y trouvait un beau sentier, abrité du vent. Nul ne paraissait l'apprécier en dehors d'elle, et elle s'y sentait hors d'atteinte de la curiosité de la grande dame. Ainsi, tranquillement passés, les 15 premiers jours de sa visite lui parurent ne durer que fort peu. Pâques approchait. La semaine qui précédait devait ajouter à la famille de Rosings, ce qui, dans un cercle aussi restreint, prenait nécessairement beaucoup d'importance. Peu après son arrivée, Elisabeth avait appris qu'on attendait M. Darcy dans les prochaines semaines. Il n'y avait pas parmi ses connaissances beaucoup de gens qu'elle n'aurait mieux aimé voir paraître, mais cela lui offrirait un visage relativement nouveau à observer au cours de leur visite à Rosings, et elle pouvait espérer s'amuser de la vanité des intrigues de mademoiselle Bingley en voyant la manière dont il se comportait avec sa cousine, à laquelle de toute évidence le destinait Lady Catherine. Celle-ci évoquait sa venue dans les termes de l'admiration la plus chaleureuse et parut presque s'offenser en découvrant que mademoiselle Lucas et Elisabeth l'avaient déjà fréquemment rencontrée. On ne tarda pas au presbytère à être informé de son arrivée, car M. Collins avait toute la matinée déambulé non loin des loges donnant sur la route de Hunsford, afin d'en être le premier témoin. Il s'inclina avec respect quand la voiture pénétra dans le parc et rentra précipitamment chez lui, porteur de la grande nouvelle. Dès le lendemain matin, il courut à Rosings présenter ses devoirs. Il y trouva 2 neveux de Lady Catherine capables de les agréer, car M. Darcy avait amené avec lui un certain colonel Fitzwilliam, le fils cadet de son oncle Lord X. À la surprise générale, quand M. Collins revint, les 2 messieurs l'accompagnaient. Charlotte les aperçut depuis le cabinet de travail de son mari, qui traversait la route. Elle se hâta de gagner le salon pour faire part aux 2 jeunes filles de l'honneur qui les attendait, ajoutant « C'est à toi, Elisa, que je suis redevable de cette politesse. Monsieur Darcy ne serait jamais venu si tôt si c'était moi qu'il désirait saluer. » Le temps fut à peine laissé à Elisabeth de désavouer tout titre à ce compliment que déjà la sonnette à la porte d'entrée annonçait leur venue. Le colonel Fitzwilliam, qui pénétra le premier, avait environ 30 ans. Il n'était pas beau, mais sa tournure et son abord étaient d'une grande distinction. M. Darcy gardait la même apparence que dans le Hertfordshire. Il présenta ses hommages à Madame Collins avec sa réserve coutumière. Quels ne fussent pas les sentiments que lui inspirait son ami, il la salua sans manifester le moindre trouble. Elisabeth se contenta de lui faire une révérence, sans dire un mot. Le colonel Fitzwilliam engagea la conversation avec la promptitude et l'aisance de l'homme de bonne compagnie. Ses propos furent très agréables à entendre. Son cousin, en revanche, après une brève remarque à l'adresse de Madame Collins concernant sa maison et son jardin, resta quelque temps tout à fait silencieux. Finalement, toutefois, la politesse l'obligea à sortir de sa réserve pour s'enquérir auprès d'Elisabeth de la santé des siens. Elle lui répondit comme on le fait d'ordinaire, puis au bout d'un moment ajouta « Ma sœur aînée est à Londres depuis 3 mois. Ne l'y avez-vous jamais rencontrée ?
savait pertinemment qu'il ne l'avait jamais fait, mais désirait savoir s'il montrerait par quelques signes qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre les Bingley et Jane. Elle eut le sentiment qu'il paraissait un peu gêné en répondant qu'il n'avait pas eu la chance de voir mademoiselle Bennet. On laissa là ce sujet et peu après, les deux messieurs se retirèrent.